Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi à 18h. Bonsoir à nos invités. Montassar Obetroun, bonsoir, vous êtes journaliste. Merci d'être venu. Merci, et chercheur en histoire. Chercheur. National, guerre de libération. Très intéressant, c'est votre premier CPP et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Sami Larabi, ce n'est pas votre premier CPP, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Younes Saadi, vous êtes journaliste notamment à Maghreb Émergent et Fanzone évidemment. Et bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir. Notre invité habituel. Alors, on commence par la question traditionnelle, celle qu'on pose à chaque début de CPP. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On commence avec vous, Hassan Qadi. Oui, alors, ça s'est passé hier. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine. J'aurais pu citer un autre fait de la semaine, mais ce moment est très, très particulier. C'était hier, au moment où les deux équipes sont rentrées pour le derby algérois, Mouloudia USMA. Et il y a toujours un duel des tifos depuis quelques années. Chaque galerie déploie un tifo, donc une fresque visuelle. Et l'USMA a commencé à déployer le sien. Et puis dans la minute qui a suivi, le Mouloudia a déployé cela. Suprématie au peuple vert. C'est un tifo hors norme, c'est géant, ça a pris plus de 100 mètres. Et mon image de la semaine, c'est le silence qui s'est abattu sur cette enceinte du stade du 5 juillet quand ce tifo a été déployé, parce que c'était gigantesque. Et les supporters d'USMA se sont tus et tout le monde s'est mis à regarder. Et ce que je veux dire, mon message aujourd'hui, c'est s'il y a des jeunes à Bab el-Oued capable de produire des tifos de ce type-là, capable de se mobiliser pendant des semaines et des semaines pour produire ça, c'est qu'il y a en Algérie un véritable espoir pour demain. La société est en avance par rapport à l'État. Et on pourrait titrer ça le tifo de l'espoir. Complètement. Et ça n'a pas empêché le Mouloudia de perdre 2-0 face à l'USMA. C'est anecdotique. Younes Saadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est la réponse de PDG du groupe de presse Nahar au podcasteur Anistina et Disa Joker. Une réponse très apaisée. Elle a joué vraiment l'apaisement et c'est pas de ses habitudes. Alors, si on peut résumer la réponse de Anis Rahmani, s'il y a eu ces vidéos, c'est que Nahar, en fait, c'est une bonne chaîne de télévision populaire et regardée par les gens. C'est un peu l'interprétation du PDG de Nahar. Bon, c'est son on y reviendra, bien sûr. On y reviendra tout au long de cette émission. Merci Younes Saadi. Sami Larabi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est l'image d'un handicapé, c'est-à-dire le jour des élections, qui est venu voter. Il n'a pas pu voter parce qu'il y avait personne pour l'aider pour monter. Il y a un problème, c'est-à-dire le véritable ennemi des handicapés moteurs, c'est notamment l'escalier. Et ça démontre à peu près, c'est-à-dire le vécu de cette catégorie sociale. Je ne parle pas uniquement des élections, mais dans la vie quotidienne, dans les institutions, là où ils vont. Il y a d'autres handicapés moteurs qui se portent bien et qui arrivent à faire beaucoup de choses. Certains. Ils ne peuvent même pas exercer donc leur droit de vote. Montassar Obetroun, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Moi aussi, c'est une image terrible et triste sur le YouTube. C'est le corps d'un harak qui a été repêché par des pêcheurs. Et j'étais malade 2 jours. Merci à vous donc pour cette image de la semaine. Cette semaine a été évidemment marquée par les élections locales du 23 novembre et les résultats donc qui ont été annoncés vendredi après-midi par le ministre de l'Intérieur. Bien sûr, nous parlerons des résultats sans surprise. Le duo de tête, c'est toujours le FLN et le RND. On parlera sur la troisième force politique. Est-ce que c'est le Mostaqbal? Est-ce que les autres? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les islamistes qui ont reculé. Mais ce qui attire notre attention, c'est évidemment l'abstention.
très importante lors de ce scrutin, même si le ministre affirme qu'elle est moins importante que celle des locales de 2012 quand même. 44% de participation pour les APC, 46% pour les API, plus de 50% des Algériens n'ont pas voté. Quel est l'état des lieux? L'abstention est toujours aussi forte aujourd'hui dans les élections en Algérie. Qui veut répondre? Samuel, on commence par vous. Bon, c'est-à-dire, à mon sens, c'est vrai, c'est-à-dire le taux de participation, c'est-à-dire a augmenté par rapport comparativement aux législatives dernières. Elle a augmenté, je pense, de 2% par rapport au communal, au municipal de 2012. C'est-à-dire, si on compare ces deux phases, là où j'ai remarqué, c'est-à-dire où j'habite, ou là où j'ai voté, par exemple, c'est-à-dire j'ai remarqué quand même un certain engouement. C'est normal, les gens s'intéressent aux questions locales, ils participent mieux dans les élections parce qu'ils s'intéressent à leurs problèmes. C'est l'APC et l'API, notamment l'APC, qui peut régler leurs problèmes quotidiens en termes, c'est-à-dire la collecte des ordures, c'est-à-dire l'assainissement, les routes, sur beaucoup de questions. C'est-à-dire on a d'ailleurs tout à l'heure on en discutait, il y a les indépendants. C'est-à-dire le phénomène indépendant quand même, c'est-à-dire qu'ils commencent, je dirais pas qu'ils vont remplacer les partis traditionnels, mais quand même que ces dernières années qui ont le vent en poupe. Hassan, abstention toujours aussi importante selon les chiffres officiels, évidemment. À prendre avec des pincettes. Non, l'abstention est beaucoup plus importante que ce qui est dans les chiffres officiels. Les chiffres officiels, il faut bien réaliser, quand on donne des taux de 45 et de 46%, on est à peu près dans un schéma où un Algérien sur deux, on n'en est pas loin, un Algérien sur deux, en âge d'aller voter, se serait déplacé pour voter. Il faut juste regarder autour de soi. Dans les villes et dans les campagnes, on a tous des parents à l'intérieur de l'Algérie. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas un Algérien sur deux qui soit déplacé. C'est gonflé, c'est systématiquement gonflé. La question qui se pose après, c'est comment on fait techniquement pour répartir de la même manière équitable, ne pas fausser les résultats, ne pas provoquer de fraude avec cet ajout du nombre de votants. C'est la grosse difficulté. Mais le taux d'abstention est infiniment plus important. Je pense qu'on est toujours dans la même période politique où les Algériens ne jouent pas le jeu, parce qu'ils considèrent que les dés sont pipés. C'est évidemment moins vrai, je suis d'accord avec Samuel, quand il s'agit des élections locales, mais globalement, la désaffection pour les urnes des Algériens continue de s'aggraver, et on est un peu dans le choc par le vide de 2012 ou enfin du mois de mai dernier, où pour les législatives il y a eu à ce moment-là, vous avez tous constaté que tout était désert, et on est toujours dans ce cycle-là. Alors vous dites que les dés sont pipés, on s'attend tous à une victoire du FLN, mais quand même il y a des centaines de communes en Algérie où des indépendants ont gagné, où les gens se mobilisent pour leur comité de quartier, pour leur propre maire. Est-ce que vous êtes d'accord, Younes Serdi? Est-ce que vous considérez que ça reste quand même les locales, les élections, il y a le plus de participation parce que les gens se sentent concernés par l'élection de leur maire? Oui, il y a plus de participation, certes, mais ça reste quand même moins important par rapport aux pays où il y a une longue tradition démocratique. C'est vrai que pour les locales, les comités de quartier, comités de village, les gens se mobilisent plus que les autres rendez-vous électoraux comme les législatives. Mais quand même, vu le code communal et tout le cadre législatif en Algérie, les PAPC aujourd'hui n'ont pas vraiment une marge de manœuvre qui leur permette de répondre aux préoccupations des citoyens. C'est une élection certes importante, mais vu le cadre législatif, ça reste quand même, ça ne sert pas à grand chose. Mondassar Batroun, comment est-ce que vous avez vu ces élections? Quelle est votre lecture de ces résultats et de l'abstention? Franchement, moi, j'ai habitude, je me souviens que j'ai fait la couverture des élections présidentielles de Zaroual en 95, où il y a eu la participation de quelques 4 millions d'Algériens. Donc j'ai observé, et j'observe à chaque fois quand il y a des élections, je ne pense pas que 10 millions d'Algériens sont sortis et ont voté. C'est pour ça, je pense qu'au minimum, quand on fait rien pour le taux de participation, on le multiplie par 2. Et des fois, on le multiplie par plus. Ça, c'est devenu une tradition, malheureusement, chez nous. Maintenant, pour ces municipales, je connais quelques exemples, tels que Kastawali, où le FLN a eu un siège et demi. Il y a beaucoup de listes. Même le RND qui est sorti avec 11 sièges, à vrai dire, il n'a pas gagné 11 sièges. Il n'a gagné que 8. Le deuxième, il a gagné 7.
c'était sous l'égide de Tej. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que tous ces gens ne sont ni militants de Tej, ni rien. C'est beaucoup de listes de citoyens parce qu'ils peuvent pas ramasser les signatures pour pouvoir être candidats. Donc il y a des partis qui n'ont pas de militants, donc ils viennent, voilà, moi je te signe. Et l'enjeu, c'était des enjeux de famille. Moi, beaucoup de gens m'ont sollicité, je leur ai expliqué, j'ai une position, moi je ne vote pas parce que pour plusieurs raisons. Mais ils m'ont dit non, c'est le fils d'un tel, etc. On s'en fout du pouvoir, on veut pas le cautionner. Bon, ils ont un caractère particulier. Et je l'ai noté sur mon Facebook. Je pense qu'un petit peu, on n'est pas sorti des élections en Nigeria d'avril 48. Ça se répète. Et voilà aujourd'hui que même le RND, même les trucs au pouvoir, qui crient au scandale, qui demandent à l'administration de ne pas, on ne sait pas qui est. Oui, en plus, la campagne aussi, ce qui est étonnant, on n'a pas entendu un programme d'APC. Et moi, j'ai entendu une campagne de présidentielle. Et des fois, je me suis demandé, est-ce que ces élections, on va les faire en Algérie, ou à Damas, ou en Libye? Quand j'entends, ou Yahya, quand j'entends le FLN, etc. Il n'y a rien. Et puis, au niveau des communes, il n'y a pas un discours ou un programme de parti politique. Maintenant, les partis politiques ne sont que des affiches pour couvrir. C'est vrai que beaucoup de citoyens veulent être dans les APC, les familles. C'est pour ça qu'il y a cette participation. Mais c'est pas une conscience politique. Samir Larabi? Je veux revenir sur 3 éléments importants. C'est-à-dire je vais revenir par le dernier point, sur la question des élections. Quand vous dites, par exemple, les chefs de parti parlent du national, de l'international, de tout ça. Pour moi, c'est un truc ordinaire. Ordinaire dans la mesure où tu es président ou secrétaire général d'un parti, tu fais une campagne, c'est l'occasion de faire une campagne politique, de revenir sur l'actualité politique. Et vous avez à côté, ce qu'on voit nous, c'est la télé, c'est les images, c'est le chef du parti qui a le droit de passage. On retient que ça. Mais dans le meeting, vous avez plus des élus, c'est-à-dire des candidats à l'APC ou à l'APWI qui parlent de problèmes. Il fait un meeting sur des questions locales. C'est-à-dire il faut mettre un petit bémol. Alors, sur la participation sur les élections, c'est-à-dire pour moi, il y a eu plus d'engouement par rapport à 2012, plus de participation, et en même temps, il y a un phénomène, c'est-à-dire vous avez les grandes villes, ça vote pas, vous avez Alger, Oran, mais à l'intérieur, il faut comprendre, ça vote. Oui, mais ça c'est valable pour toutes les élections. Hein. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Il y a un autre aspect, voilà. Ce que on remarque aussi, de plus en plus, on a des élections axées, il y a moins de politique et plus de tribalisme, de harangisme. Il y a ce côté, je pense, de plus en plus qui prend et c'est le propre d'une élection locale. Alors je vais reprendre un peu. Non, y compris par rapport au législatif. Oui. Alors je vais reprendre un peu les arguments des autorités, notamment du ministre de l'Intérieur. Lorsqu'on lui parle du taux de participation qui n'est pas important, on vous dit que c'est un mal international. Et c'est vrai, quand on compare avec des pays plutôt avancés, développés, émergents, il y a toujours un taux d'abstention important. Donc ce n'est pas propre à l'Algérie, Hassan, ce taux de participation qui n'est pas important. C'est pas vrai. Les taux de participation sont beaucoup plus faibles en Algérie que la moyenne des pays démocratiques. Quand il y a un enjeu, quand on sait que la voix va compter, on va voter. La municipalité de Madrid, c'est une grande bataille entre Podemos et la droite et le PSOE. Et on sait que c'est très important. La municipalité de Paris, c'est la même chose, entre la droite et la gauche. Il y a des grandes mobilisations et on est toujours au-delà de 50% de taux de participation. Donc voilà, il n'y a pas comparaison, il n'y a pas photo. Quand on sait que la voix va compter, va participer à changer la vie des citoyens, donc là on est au niveau du municipal, je pense que non, on peut pas invoquer une désaffection ailleurs dans le monde et la comparer à ce qui se passe en Algérie. Non, en Algérie, il y a 2 malédictions. Il y a, de mon point de vue, celle de janvier 1992, l'interruption des processus électoraux. Il y a une partie de la société algérienne qui ne fait plus confiance au vote à cause de ce sacrilège qu'a été l'interruption du processus électoral. On était entre 2 tours, on aurait pu laisser au moins les Algériens voter au 2e tour et puis voir comment ensuite aviser avec une majorité parlementaire du fisc, qui n'est qu'une majorité parlementaire. Et puis, il y a les années Bouteflika, avec le changement de la Constitution en 2008 et le glissement progressif vers la présidence à vie,
qui vide de son sens complètement toute consultation. Parce qu'on sait que c'est d'en haut que ça part, que c'est d'en haut qu'on décide, et donc, quelque part, l'événement à 2 reprises, en mai, c'est le même YouTuber, on va en parler en deuxième partie, qu'il a fait avec Mansour Tish, et l'événement ce week-end, c'est là encore une fois la vidéo, les vidéos des YouTubers qui en fait font l'actualité politique au moment où les Algériens votent ou sont supposés voter. J'ajouterai, si vous permettez. Allez-y. C'est-à-dire le problème, c'est même pas 92. C'est en 62, c'est le 25 septembre 62, là où le peuple algérien devait élire sa première constituante, malheureusement parce qu'on était en guerre civile, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, cette assemblée a été cooptée. Et depuis, ça m'étonne fort qu'on ait donné la parole au peuple pour qu'il choisisse, que ce soit son APC ou son gouvernement. Et c'est le chercheur en histoire qui parle. Il y a quand même les élections locales de juin 90. Absolument. Il y a des élections locales de juin 90. Bon, le FFS les a boycottées, mais il y avait une offre politique qui était relativement large. Et le fils est devenu majoritaire, mais c'est une élection. C'est une vraie élection. Le référent, c'est celui-là. On va parler des résultats. Ihsan a parlé de DPP. Il fallait s'y attendre. Le FLN a gagné. Le RND est en deuxième position. Même le RND qui est en deuxième position se plaint aussi de la partialité de l'administration. On connaît les rapports un peu tendus entre le Premier ministre et son propre ministre de l'Intérieur. Il fallait s'y attendre, selon vous, Younes, à cette victoire du FLN? Oui, du moment qu'on n'a pas une élection libre et transparente, c'est tout à fait logique que le FLN arrive premier et le RND deuxième. Le pouvoir, je pense pas qu'il organise des élections pour sortir le RCD ou le FFS ou un autre parti, ou même les indépendants gagnants. C'est logique que le FLN arrive premier. Le FFS et le RCD qui ont progressé avec les indépendants aussi, Samir Arabi. Donc il y a pas, même les indépendants sont un peu les grands gagnants de cette élection, non? Oui, mais il y a une bonne partie des indépendants qui sont aussi, c'est-à-dire issus de partis politiques. On est déçus. C'est le cas par exemple à Tizi Ouzou, le Abed Miglet, qui était avant l'ancien mandat, il était au RCD. Après, il s'est représenté, il a eu la majorité, soit à Alger Centre, soit ailleurs. Certains aussi, c'est-à-dire ils sont issus de partis politiques, mais il y a eu une bonne partie aussi. Ils sont issus du mouvement social, ils sont mouvement associatif. Donc on vote pour les personnes, pas pour les partis. Vous avez évoqué le cas de Hakim Battash à Alger Centre, qui avait été élu en 2012 sous l'étiquette du MPA. Maintenant, oui, c'est un maire sortant. Ouais. C'est un maire sortant. Quand tu es maire, c'est-à-dire vous avez les réseaux, vous avez une clientèle. Pas les résultats. Il y a un truc de proximité. On n'a pas les résultats quand on est maire sortant. Est-ce que les résultats peuvent jouer en sa faveur lorsqu'on est un maire sortant? Bien sûr, dans beaucoup de cas. Pas forcément à Alger, même ailleurs. Yassine, la poussée des indépendantistes, qu'est-ce que vous pensez aussi de la progression du FFS et du RCD qui dit avoir beaucoup plus d'élus que lors des élections de 2012? La poussée des indépendantistes au Mzab ou en Kabylie? Bon, moi je pense pas que ce soit une vague de fond, une lame de fond. Je pense qu'il y a un jeu de chaises musicales qui fait qu'effectivement, on a dans certains APC des indépendants qui sont passés sous liste parrainée, parce qu'il faut le dire, enfin on va le dire, les partis politiques, les petits partis politiques, mais même les moins petits, pour certains, ont vendu les parrainages. C'était une occasion pour renflouer les caisses. On vend des parrainages à des citoyens qui veulent être élus et plutôt que d'aller chercher, etc., on les ramène sous la liste et puis on arrive et puis on leur organise la campagne. C'est eux qui financent. C'est un phénomène qui est malheureusement. Après, effectivement, les maires sortants avaient une position avantageuse. Battash à Alger, il a squatté Alger Centre. Il a utilisé les moyens de l'État, de l'APC. Ses concurrents étaient outragés, mais ils ont rien pu changer. J'ajouterai que dans l'offre politique, il y a un filtre à l'avance. Il y a des listes qui ont sauté. Il y en a beaucoup. Ça se joue maintenant à l'avance. Il faut écouter la haute commission de surveillance des élections qui dit que on n'arrive pas à contrôler cette partie-là, contrôler le fichier électoral national qui n'est pas unifié, numérisé d'une part, et puis de l'autre part, on ne peut pas intervenir au moment de la validation. C'est l'administration qui valide les listes. Et il y a beaucoup de listes qui ont été bloquées. Et la première censure, la première fraude
arrive à ce niveau-là. Donc je pense que le pouvoir politique a finalement assez bien contrôlé la configuration de la gestion des municipalités qu'il souhaitait et la gestion des APE qu'il souhaitait. Et Hassan Qadé nous demande d'écouter la commission indépendante des élections. C'est bien, on l'aura retenu. On va parler aussi en quelques minutes des islamistes. Est-ce que vous considérez vraiment qu'il y a un recul des islamistes comparable aux dernières élections législatives? Est-ce qu'ils ont vraiment reculé? Montassar? Moi, c'est-à-dire, je n'ai pas assez d'éléments pour justement dire s'ils ont reculé ou ils ont avancé. Mais je pense que c'est un discours qui n'est pas vrai, qui est porté par des gens dits modernistes, etc. Pour convaincre la société que voilà, le risque islamiste est éloigné. Passé. Je pense que c'est un mensonge. Donc le risque est toujours là, selon vous? Je pense qu'il est. Les islamistes, ils sont là. Ils ont, comme a dit Qadi, et ils ont quand même une proportion. Ils existent dans cette société. Ça m'étonne fort que ces élections, justement législatives, les ont fait reculer ou avancer. Il est difficile de prendre, pour moi, ces élections frauduleuses. Je le dis, comme un indicateur sérieux pour justement comprendre est-ce qu'on a réellement avancé ou pas. Samir Arabi, est-ce que vous pensez que les islamistes ont reculé lors de ces élections? Oui, c'est-à-dire pour moi le recul des islamistes, à peu près c'est à partir de 2009. De 2009, tiens, j'ai un petit indicateur qui parle de ça. Et en 2009, il y avait les manifs Gaza, tout ça, et c'était pas eux qui ont dirigé les manifestations. Depuis les années 90, généralement, c'est eux. Mais MSP, ECHO et les autres. ECHO, voilà. Mais en 2009, c'était pas eux. Ils n'ont pas pu. Et vient 2011-2012, et ils sont rentrés dans une phase de crise. Quand on voit Hamas qui était divisé sur 4 ou 5 partis, quand on voit le Nahda, tout le monde, on a 8 ou 9 à peu près presque partis issus c'est-à-dire de la même famille politique, la mouvance des frères musulmans quand même, c'est important. Et on l'a vu avec les résultats aussi de 2012. Ils sont en pleine crise organique aussi. Hein. Il y a une année ou 2 ans, il y a une rencontre chez Hamas ou l'Akhar. Il y a des chiffres qui ont été donnés. La majorité des militants ne cotisent pas. La majorité des conseils communaux, des conseils de wilaya ne fonctionnent pas convenablement. Ils n'ont plus de ministres. Ils ont perdu une partie de leur clientèle et le résultat il est là. C'est valable aussi pour les autres. Il y a aussi le printemps arabe qui est passé par là, Hassan. Le printemps, monsieur les islamistes, moi je pense que il faut être très précis. Il y a 2 grands courants islamistes. Il y avait 2 grands courants islamistes en Algérie. Le FIS, salafiste, donc islamiste radical, et le Hamas, frères musulmans. Le premier a été laminé par le dérapage de l'insurrection consécutive à l'arrêt du processus électoral qui a basculé dans l'horreur du terrorisme, et le deuxième a été laminé par la participation au gouvernement pendant des années. Et donc les 2 courants sont, l'un a quasiment disparu et disparu dans l'organisation politique, il ne peut pas se réorganiser pour le moment, et l'autre a beaucoup reculé sur le terrain de l'électoralisme. Est-ce que ça signifie que potentiellement tout ça peut redémarrer? Il faut toujours effectivement garder en tête que nous travaillons sur un échantillon qui représente à peu près 20-25% au mieux de l'électorat. Quand il y a de vraies élections, on va dire il y a 60% qui votent. Donc il nous manque une bonne quarantaine de pourcents de voix qui s'expriment pas et dont on ne sait pas vers quelle obédience politique elles iraient. Et en l'absence de cette partie-là, c'est difficile d'épiloguer. Mais je pense que, effectivement, l'islamisme a reculé. Et en fait, les ultramodernistes ne voulaient pas le dire. Enfin, je dis ultra par rapport à une forme d'exclusion par rapport à l'expression de l'islamisme, ne voulaient pas le reconnaître pour maintenir le risque islamiste. Tout le temps, on continue à dire, attention, si vous faites, c'est les islamistes, si vous ceci, si vous ouvrez, si vous autorisez, c'est les islamistes. En fait, la réalité montre qu'il n'y a pas de risque à ouvrir. Younes Saadi? Oui, il y a un recul, mais il y a un élément important. Ce qu'il faut souligner, c'est le discours salafiste des chouïrs de l'Arabie Saoudite, Tahazub Haram, c'est l'activité partisane Haram, la politique et tout. Il y a de plus en plus d'islamistes algériens, salafistes qui n'adhèrent pas au parti politique. Les salafis qui ne croient pas à ça, Haram et tout. Je connais beaucoup de gens, des barbus qui font campagne anti-élection, anti-parti islamiste même. Ils disent non, on n'adhère pas au parti islamiste, c'est Haram, Tahazub, c'est l'émiettement de la nation musulmane.
Oman, etc. C'est un discours qui vraiment propage. Une dernière question pour un tout petit tour de table. Est-ce que vous pensez que le parti Le Moustaqbal est vraiment la troisième force politique du pays? Rapidement. Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'on dise que la première force du pays, c'est les nuls. C'est les bulletins nuls. On a oublié ça. On a parlé de l'abstention, mais sur les gens qui ont participé, quand je prends les législatives, le premier parti politique, c'est ces gens qui n'ont pas choisi. Et à partir de là, on va essayer de voir les autres proportions. Vous parlez des bulletins nuls, moi j'ai compris les nuls tout court. Samir rapidement, le Front Moustaqbal. C'est-à-dire on peut pas le classer comme pas les nuls. Non, je parle des bulletins nuls, c'est-à-dire qu'on force politique dans la mesure où c'est pas un truc organisé, c'est pas bon. Par rapport, c'est vrai, c'est-à-dire si on prend les chiffres. Les derniers chiffres sur les élections, ils sont classés troisième. Mais est-ce qu'on peut parler en termes de force? Mais je pense que ça ne reflète pas aussi le nombre de voix. Je crois que Hamas, il a eu plus de voix que lui. Hassan, rapidement, est-ce que vous pensez que le Moustaqbal est vraiment ce qu'on dit de lui? À mon avis, j'ai lu quelque part que, je crois que c'était un tweet, que le Moustaqbal, c'est le FNA d'aujourd'hui. Il y a eu le FNA avant qui était aussi troisième force politique du pays. Encore une fois, dans un contexte de démobilisation aussi poussé des Algériens. Est-ce que le MPA est la quatrième force qu'il était il y a quelques, il était il y a quelques temps, ou troisième, qu'il était il y a quelques temps. On voit combien c'est précaire, combien ça tient pas à grand chose. L'enracinement populaire de ces forces-là n'est pas avéré. J'ajouterais que dans le cadre du Moustaqbal de la force de Belaïd, on ne cerne pas très bien le programme politique et le positionnement politique de ce parti-là. Personne ne peut dire si c'est un parti progressiste, si c'est un parti nationaliste, si c'est un parti... Voilà, c'est un attrape-tout. Et les attrape-tout, quand les gens se remobilisent, ça n'attrape plus personne. Un peu plus nationaliste. De masse. Pardon, c'est les réseaux UNEA, UNG. Voilà. Et d'ailleurs, c'était l'ancien secrétaire général de organisation de masse. Voilà. C'est un peu plus nationaliste que progressiste, à mon avis. Rapidement. Oui, moi je rejoins l'analyse de Abdelrazak Maqri. Tu dis que c'est un barrage anticipé pour Benflis. C'est un travail préparé par... Pourquoi Monsieur Belaïd, qui est un ancien proche de Benflis. C'est un ancien proche de Benflis. Ils sont issus de la même wilaya, à peu près de même courant politique, de même région. Voilà, on le prépare pour qu'il lui fasse barrage en 2019. Merci à vous tous. On se retrouve pour le CPP dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à vous tous à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec les invités de la première partie. Montassar Boutroun, Younes Saadi, Ihsan Qadi, Farid Farah nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Et vous n'échapperez pas à la question. Ben oui. Laquelle? Je suis là pour répondre. Quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine? Vous avez quelques petites secondes pour réfléchir. Et on reviendra à vous. Alors, la deuxième partie de ce Café Presse Politique est évidemment, on l'a dit au début, destinée à poser cette question sur les médias classiques, sur leur puissance, sur leur influence, avec la montée en puissance des jeunes blogueurs et youtubeurs. Ça a été marqué cette semaine avec la vidéo de DZ Joker Clash, où il s'est violemment attaqué dans une vidéo pamphlétaire à la chaîne Nahar. 10 jours après la vidéo réalisée à fin de Anestina.
Est-ce que, d'abord, vous avez vu ces vidéos? Est-ce qu'ils vous ont marqué? Est-ce que vous considérez que ces youtubeurs, aujourd'hui, à travers leurs actions et leurs clips, peuvent changer la donne politique? Sont-ils de véritables influenceurs? Younes Saadi, vous êtes un spécialiste de la question avec Faïd Farah. On commence par vous. Oui, je pense qu'on est devant une phase nouvelle de l'exercice politique en Algérie. Nous avons beaucoup de personnalités qui font de la politique autrement. On a des jokers, Anistina, Lotfi Belkano, Amerdi Zadan de Grémoindre et Hafid Daraju, sans oublier Hafid Daraju. Oui, c'est pas la même catégorie. Ils sont pas, c'est pas des youtubeurs avec des vidéos à grand budget aussi. Hein. Oui, ouais. Mais Hafid Daraju ne fait pas la vidéo, mais il fait des textes. Mais il est très écouté, il est très suivi par beaucoup de. J'assiste, je suis en train de suivre je suis ces influenceurs depuis pratiquement une année. Vraiment, ils ont un poids important. Ils ont de plus en plus de l'influence sur la jeunesse. La dernière, c'est Disa Joker. Il a fait un retard il a annoncé la publication de sa vidéo. Il a fait un retard. Il a annoncé à 20h. Il a annoncé 22h moins quart et tout. C'est-à-dire en 1h45, 1h40. J'ai recensé des milliers de messages des gens. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Des dizaines de milliers de personnes, peut-être plus, des centaines, parce que j'ai pu juste appeler comment ça monte des centaines de milliers de personnes scotchées devant le YouTube, la page de Facebook et compte YouTube des Joker, attendent la nouvelle. Ça montre qu'il y a vraiment, ça montre qu'ils peuvent changer la donne politique. Oui. Et d'ailleurs, on a vu la réaction des hommes politiques qui était assez violente il y a quelques mois. On a vu la réaction notamment du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Communication, qui était une réaction plutôt apaisée. Et même celui des affaires religieuses avant, mais ça montre à chaque fois, il y a une sortie, une réaction officielle des ministres, des médias, ça montre que... Parce que je rappelle que Sedir Chihab, porte-parole du RND, avait dit il y a quelques mois sur des Joker, Fariha. D'ailleurs, vous aviez réagi. Ça avait provoqué ma colère. Ça m'avait poussé à rappeler qui était chez Sedir Chihab. Enfin, il a les casseroles qu'il traîne depuis qu'il a été maire de Kouba. Et c'est une réaction qui en dit beaucoup sur l'impact de ce type de communication, de nouvelles manières, comme dit, de faire de la politique. Est-ce que vous considérez que les hommes politiques se sont ravisés aujourd'hui, Hassan, en disant ils sont trop puissants, nous n'allons pas les attaquer? Nous allons les caresser dans le sens du poil. C'est la question. Tout le monde ne le fera pas. Il ne faut pas compter sur Hamdou Yahya pour caresser dans le poil des Jokers. Ça c'est à oublier. Ou le responsable du FNN ou d'autres responsables de cette espèce. Mais aujourd'hui, un média classique comme Nahar, après la réaction de son directeur, à mon avis, est obligé de peser et de compter désormais avec la partie de l'opinion qui est favorable, qui aime ce que fait DZ Joker et les autres youtubeurs qui sont dans une forme de nouvelle dissidence citoyenne. C'est la dissidence citoyenne portée par les jeunes d'aujourd'hui dans leur jargon, dans leur expression, avec les instruments récents d'aujourd'hui qui sont des instruments modernes et qui contournent, parce que c'est ça le génie d'Internet, ça contourne. Ce matin, on était encore en réunion dans le comité de soutien à Al-Fajr avec Hadda Hazzam. On se bat pour lever le monopole sur la presse, sur la publicité publique. Quand on passe à ce type d'expression, on est dans tout à fait autre chose. Et la liberté, cette liberté-là, on pourra la couper seulement en s'attaquant à la liberté du numérique et à la liberté d'Internet. C'est quand même beaucoup plus délicat. Faïd Farah, vous êtes un spécialiste un peu de ces questions. D'abord, j'aimerais avoir votre avis sur les deux vidéos. Vous en pensez quoi? À part le fait qu'elles sont plus ou moins bien faites, même très bien faites. Mais qu'est-ce que vous pensez du message qui est transmis à travers ces deux clips? Bon, en tant que spécialiste, moi, avant de répondre directement à votre question, je voudrais au moins apporter mon point de vue, mes repères sur ce phénomène qu'on a vécu grâce aux élections municipales. S'il n'y avait pas les élections municipales, peut-être qu'on n'aurait pas vu cette vidéo. C'est que désormais, c'est incontournable. Internet, c'est un modèle qui accélère les processus démocratiques. Aujourd'hui, on a vu un fort taux d'abstention aux élections, c'est-à-dire que les citoyens, même les citoyens connectés, ont pris dans leur prise de décision de ne pas voter, peut-être qu'ils ont vu ces vidéos. C'est-à-dire que les réseaux sociaux
ont une influence terrible sur la prise de décision, que ce soit de la part d'un citoyen, mais malheureusement, cette prise de décision ne vient pas du gouvernement, ne vient pas des décideurs. C'est-à-dire, s'ils ont vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, s'ils ont des outils, ils ont des gros moyens pour étudier ce qui se passe dans les réseaux sociaux, notamment des questions qui concernent directement le pays. Ils auraient pu prendre d'autres décisions plus prometteuses, qui nous fera avancer beaucoup plus vers un avenir prometteur que reculer vers une pensée qu'on veut toujours faire disparaître. Les vidéos des deux jeunes youtubeurs, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est des gens qui ont utilisé le self-service technologique de Google. C'est-à-dire, pour poster une vidéo, vous n'avez pas besoin d'un technicien, vous n'avez pas besoin d'un rédacteur en chef, vous n'avez pas besoin d'un directeur qui vous signe un bulletin pour valider, comme il se fait Fnaha, vous avez fait une chaîne ordinaire, vous avez besoin de valider votre produit sur YouTube ou sur Facebook, vous n'avez pas besoin, c'est du self-service technologique. Vous publiez, même si c'est payant, vous payez en monnaie électronique immédiatement. Même ce qui s'est passé aux États-Unis, l'affaire de la Russie, la relation de la Russie avec qui n'est toujours pas clôturée, qui est maintenant arrivée à une étape inédite. Le problème, il est au Congrès. Facebook, il a avoué qu'il y avait 10 millions d'utilisateurs américains qui ont vu des publicités où il y a de l'influence contre les démocrates. Et il y a eu le résultat. Voilà. Pour ce qui est du contenu, c'est une confrontation, notamment celle avec Nahal. C'est une confrontation entre deux modes de communication. Nahal, c'est un mode de communication unidirectionnel. Il nous arrose avec un contenu. Le téléspectateur ne peut pas choisir ce contenu. Par contre, il peut zapper. Il peut zapper, oui. C'est la seule. Il peut supprimer le problème. Il va pas le solutionner. S'il veut regarder la chaîne, un programme ne lui plaît pas, il peut pas. Sauf s'il va sur le site Facebook de Nahal, il va exprimer son point de vue. Par contre, sur YouTube, l'aliment qui va nourrir le contenu streaming, c'est le partage. C'est le partage, c'est les vues, c'est le partage sur d'autres réseaux, c'est l'interaction avec les autres réseaux. C'est comme une boule de neige. C'est-à-dire, et en plus, c'est un moyen multidirectionnel, même plus qu'il est bidirectionnel, et ça donne à réfléchir. Moi, quand un ami m'a demandé mon point de vue sur cette question, je lui ai dit, c'est des amis à la fac, on a parlé beaucoup plus technique qu'autre chose. Je lui ai dit, c'est la confrontation entre l'octet, qui est l'unité de la data, et le hertz, qui est l'unité de la fréquence. C'est la confrontation entre le numérique et l'analogique. Et finalement, c'est le numérique qui va l'emporter. Je pense que c'est la dernière réaction du patron de Nahal, il a compris qu'il peut pas résister à une telle boule de neige. Il a évité la confrontation. Voilà. Moi, je pense que c'est une réaction de la société à un étouffement programmé. Je peux revenir jusqu'à la réaction sur justement YouTube lors de la qualification pour le mondial à Omdurman. On a vu comment justement parce que personne ne répondait, fait pas de réplique, et voilà que des jeunes font du beau travail de doublage. Des fois on rigolait, mais c'était des messages forts. Aussi par rapport à cette volonté c'est-à-dire de pousser les gens à marcher selon un discours de propagande unique, etc. Il y a l'autre. L'autre, c'est justement des aides-jokers. Et je pense que les gens ont fait un effort. Vous avez parlé moi, j'étais effrayé de voir qu'en 48 heures, je crois, on est arrivé à plus de 2,5 millions. Je ne sais pas combien de téléspectateurs voient Nahar. Bon, il les voit, peut-être quelqu'un il dormait, il l'a vu. Moi, ça m'arrive de les voir accidentellement. Quand je suis dans un café, je vois Shumsou, mais je ne regarde jamais. Mais il n'y a pas de réaction. Mais là, pour les jeunes, les youtubeurs, alors le citoyen, il voit,
il met il partage, il met j'aime, il s'extériorise lui aussi. Donc ça m'étonnerait qu'une télévision comme Nahar ou comme moi encore Anis Rahmani puisse répondre quand même c'est de l'intelligence, c'est comme la banderole qu'a montré Hassan. C'est un peuple qui était très créatif. Moi j'ai cru que ces jeunes, parce que j'ai été dans l'audiovisuel, j'ai travaillé à la télévision, je sais que c'est difficile. Le montage, le bout à bout, ces gens le font très bien. Ils n'ont pas fait d'école, etc. C'est important. Donc c'est une force prometteuse. C'est les professionnels et la question de savoir. Et ce qui est honteux, la dernière réaction du ministre de la Communication. J'allais en parler. Justement, non, dire que ces gens, c'est un appel au lynchage. Ikarahou Jazair, c'est quoi? Je ne sais pas s'il a dit ça, mais en tous les cas, il a parlé de l'argent, Younes Saadi. D'ailleurs, on se demande... Il a dit des ennemis de l'Algérie On se pose la question s'ils gagnent de l'argent, et c'est leur droit, d'ailleurs, de gagner de l'argent. D'ailleurs, DZ Joker l'explique bien dans sa vidéo. Il dit que j'aurais bien aimé gagner de l'argent, parce que je fais ça honnêtement. Vous avez le ministre de la Communication qui justifie le fait qu'il gagne de l'argent comme si c'était un crime qu'il commettait. Ces gens-là gagnent de l'argent au prorata. Et il paraîtrait que c'est faux. Alors, est-ce qu'il gagne de l'argent, oui ou non, grâce à ces vidéos? Non, il ne gagne pas de l'argent pour la simple raison qu'il n'y a pas d'insertion publicitaire. Voilà. Pour gagner de l'argent, il faudrait d'abord qu'il y ait un annonceur sur la vidéo. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les vidéos faites par les deux grands blogueurs. Par les Tarois, parce qu'il faut rajouter à ces deux l'Osfido Belkano, qui a publié aussi Sotah Gara il y a une quinzaine, une vingtaine de jours. Les Tarois, je n'ai jamais vu de publicité sur quel est l'opérateur algérien qui va oser d'insérer sa publicité dans de contenu pareil. Anistina il a même montré dans une vidéo nombre de $0 qu'elle a gagné par sa vidéo. Elle a montré avec la il disait qu'il n'aimait pas se justifier, mais qu'il était obligé. Ouais, il était obligé. Il a montré 0, 0, 0, 0, qui se termine avec 0 plusieurs 0 est égal 0. Est égal 0. Vous êtes d'accord, Fayed Farah? On peut pas vivre de ça aujourd'hui quand on est blogueur et youtubeur en Algérie, même si on totalise des... Mansotish a dépassé 11 millions de vues. Mansotish, 11 millions. Bah oui, c'est un beau cadeau pour Google, hein, parce que c'est Google qui gagne de l'argent avec les youtubeurs et non pas le contraire. Mais la philosophie de Google, c'est qu'il attend des insertions publicitaires qui devraient venir de l'environnement à lequel appartient le youtubeur. Mais nous, en Algérie, montrez-nous un annonceur qui aura le courage d'aller mettre... c'est le problème que Hassan a évoqué tout à l'heure. Il y aurait beaucoup d'argent, mais il y a aussi l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire vis-à-vis des autorités, ça sera comme une déclaration de guerre. Non. Je signale quand même qu'il y a des annonceurs et notamment un sponsor qui associe son nom au Café Presse Politique animé par Khaled Rani. Donc on peut peut-être demain voir des annonceurs mettre leur publicité sur la... c'est le meilleur soutien pour ces youtubeurs. Parce que absolument. Nous n'avons pas beaucoup de youtubeurs. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait mettre la publicité de Radio M associée à DZ Joker. Oui, si vous appuyez un peu ce qu'il dit. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'a dit DZ Joker? J'ai immédiatement partagé et tweeté. Je dis je partage cette forme d'expression. J'ai juste apporté contrairement à Rachid Boudjadara, vous connaissez DZ Joker. Oui, mais pas seulement ça. Pas seulement ça. Moi, j'ai un peu déploré on n'est pas obligé d'exprimer autant de haine. C'est les jeunes qui parlent. Moi, j'ai partagé, je soutiens cette forme d'expression. Selon vous? Il y a peut-être un petit dérapage dans l'expression de la haine. Et moi, j'en appelle plus à l'intelligence collective. Et je pense que ces jeunes-là ont cette intelligence pour comprendre. Par exemple, aujourd'hui, intuitivement, quelqu'un comme DZ Joker, Shamsou DZ Joker, a compris que c'était le moment d'indiquer, de mettre le haut sur Chiatine. Le Bled Hadi, il y a deux choses qui la tiennent. Il y a la rente, pendant longtemps le pouvoir distribue la rente, il arrive à tenir, et la rente est en train de fondre, et Chiatine, c'est une forme de reproduction. Attendez, je ne veux pas faire un parallèle qui peut choquer certains, mais le mouvement national avait autant de problèmes avec le système colonial qu'avec la partie fine de la société coloniale de l'époque algérienne, qui était chiita, un relais du système. Et donc aujourd'hui, quand le message cible Nahar, qui est un média chiite,
complètement. Oui. Je pense que c'est bien que la pression s'exprime sur cette catégorie-là parce que le pouvoir, ça sera plus facile après de s'en occuper. Qu'est-ce qui est plus dangereux, la haine ou la chita, Hassan Radi? Non, les deux ne sont pas bonnes et la haine, souvent, la chita engendre la réaction haineuse. Et moi, j'en appelle plutôt à réfléchir collectivement, à être dans l'intelligence collective. Quelques jours ou quelques heures après la diffusion de cette vidéo, il y a eu l'apparition du hashtag fait par des jokers, supprimer Nahar. Est-ce que vous relayerez, est-ce que vous pourrez relayer ce hashtag supprimer Nahar? Moi, juste en un mot, en tant que journaliste, non. Parce que je suis pour la liberté, le Nahar doit exister, mais la formule d'un Nahar, dans sa façon de stigmatiser les Algériens, de jouer sur les bas sentiments et de relayer de manière haineuse, un Nahar qui ouvre les portes au ministre de la Communication pour qu'il diffame le Fajr et qu'il laisse entendre que Hadda Hazam a pris de l'argent et qu'elle ne devrait pas. Ça, c'est un travail c'est un travail de flic. C'est un travail de flic parce qu'en principe, on oppose quelqu'un qui et on sort tous les chiffres, on sort pas que ceux de Soudan. On donne la parole à Hadda Hazam. J'espère, elle va demander un droit de réponse. Oui. On sait qu'elle va demander un droit de réponse. Voilà le travail professionnel. Je suis pour que le Nahar existe toujours. Je suis pour le pluralisme. Mais cette forme d'expression, je pense que Anis Al-Hamani doit réfléchir et professionnaliser son média si c'est encore possible de le faire. Non, il y a des crimes quand même. Accuser un candidat au présidentiel d'être terroriste, d'être etc. C'est intolérable. Moi, je m'en fous. Pire que ça. Benflis. Je vois ce qui s'est passé avec Boujedela. On a été solidaire, pas avec Boujedela. C'est contre ces pratiques qui doivent pas exister. De toute façon, moi, je peux vous dire que j'ai vu un Azafan grâce à monsieur le ministre de la Communication. Quand j'ai lu, j'ai été pour cliquer sur plusieurs fois pour lui donner de l'argent, et puis quand je me suis avéré que c'est faux, donc je lui donne rien, j'ai pas trouvé le youtubeur pour lui donner de l'argent de ma poche. Moi, je suis content et fier d'eux. Et je ne soutiens pas tous leurs messages, mais en gros, c'est bon. Dans l'état où est le pays aujourd'hui, on a besoin de... c'est la question que je voulais vous poser, Faïd Farah. C'est positif, en fait, qu'il y ait de jeunes youtubeurs algériens qui font un travail aussi beau, aussi bien fait, qui puissent véhiculer des messages. C'est positif ou non? Ça sera plus positif si le pouvoir tiendrait en compte de ce contenu pour prendre les grandes décisions politiques. Voilà. Qui sont les grandes décisions qui sont? Plus de démocratie. Plus de liberté. Et plus de connectivité dans le pays, plus d'ouverture. Il faut plus de donner des moyens, créer des startups pour faire du data mining, changer, plus de pensée numérique que de pensée traditionnelle. Nous vivons dans un monde hybride. Le monde a deux visages aujourd'hui. Il a un visage traditionnel, il y a un visage numérique. La dernière fois, j'ai suivi un débat au Congrès américain sur le problème de Facebook. Tous les géants technologiques de la Silicon Valley, tous les représentants ont été catégoriques. Il n'existe aucune solution technologique pour freiner cette vague de numérisation de ce monde. Voilà. Merci à vous tous d'être venus au CPP. Vous avez parlé de démocratie, Farid Farah. Je rappelle simplement que TSA Taux sur l'Algérie n'est plus bloqué aujourd'hui sur le réseau public d'Algérie Télécom. Il était depuis le 5 octobre. Mais je rappelle aussi que notre confrère Saïd Chitour est toujours emprisonné depuis près de 7 mois maintenant. Il a été mis en prison le 5 juin dernier. Voilà. Merci à vous tous d'être venus au CPP. On se retrouve mercredi prochain. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.